Sécurité humaine, formation professionnelle, accueil. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Et on parle emploi jusqu'à 20h sur Sud Radio avec Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Philippe. Emploi à l'hôpital, y a-t-il urgence? Ça c'est la question que l'on vous pose ce soir et vous votez d'ores et déjà sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous nous appelez également pour réagir. Je vous redonne le numéro du standard 0826 300 300. Nuit après nuit et depuis quelques semaines maintenant, l'hôpital perd ses soignants. À Rennes, Orléans ou encore Bordeaux, les services d'urgence sont fermés, faute d'infirmiers et de médecins urgentistes. Et oui, les conditions de travail sont difficiles, les salaires insuffisants, on va en reparler. Le personnel hospitalier déserte donc l'hôpital. Écoutez ce chiffre, 180 000 infirmiers encore en âge d'exercer ont abandonné ces dernières années. 30% des jeunes infirmiers abandonnent dans les 5 ans après leur diplôme. Quant à ceux qui restent et qui tiennent le coup pour combien de temps, je ne sais pas, eh bien, ils s'épuisent. 58% des médecins étaient en burn-out en juin dernier. Ce soir, on vous pose donc cette question. Emploi à l'hôpital, y a-t-il urgence? On en débat avec Anne-Sophie Mienkiewicz, ancienne infirmière fondatrice de l'entreprise Infirmière Reconversion. Bonsoir. Bonsoir, merci. Bonsoir à vous Anne-Sophie. Arnaud Chiche est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Arnaud Chiche, anesthésiste, réanimateur, fondateur du collectif Santé en danger. Jérôme Laverny, alors ça fait plusieurs années qu'il y a urgence à l'hôpital, mais on sent que là il y a une échéance, puisqu'on va revenir, et on va y revenir avec vous Arnaud Chiche. On sent que cet été va être très très problématique. Je crois. D'ailleurs, Arnaud Chiche, vous dites même, il risquerait d'y avoir des décès illégitimes. On va revenir dans quelques instants avec vous sur cette phrase choc. Jérôme Laverny, plus que jamais il y a urgence. Hein. Oui, le thème de notre émission est une question oratoire. Bien sûr qu'il y a urgence, de la même façon que les prédictions que l'on voit se dresser concernant l'été existaient déjà depuis pas mal de temps. Et tout en espérant en tout cas qu'au terme de cette émission et de toutes les autres qui sont consacrées à la situation de l'emploi dans l'hôpital, et l'hôpital de manière générale, qui est une situation qui est juste ubuesque, juste scandaleuse, et bien tout un tas de gens, d'auditeurs, là en l'occurrence, persévéreront dans le soutien fait dans les balcons pendant la crise Covid, parce que il doit pas s'arrêter là, il doit continuer maintenant dans le soutien des gens qui dénoncent l'état de fait de l'hôpital. Alors depuis quelques semaines, on s'est penché sur les programmes électoraux, puisque nous sommes dans cette période un peu spéciale, élection présidentielle, élection aujourd'hui législative, pour constater combien, dans l'emploi, il n'y avait pas grand-chose de très très intéressant. Ça reste vrai s'agissant de l'hôpital, mais pour constater aussi que nos hommes politiques étaient très prompts à donner des leçons de morale, à admonester de leçons de morale aux entreprises notamment, et des leçons de gestion. Alors, est-ce que l'hôpital doit répondre à une obligation de gestion? La question se pose. À une obligation de morale, la question se pose. Mais admettons que ce soit le cas s'agissant de la gestion. On peut être aussi dans la possibilité de se poser, on a le droit de se poser la question de savoir, est-ce que nos hommes politiques gèrent bien en fait? Est-ce que c'est bien géré tout ça? Il y a 5 ans, la loi NOTRe disait qu'il fallait supprimer les départements pour passer des régions. Les départements existent toujours, les régions ont grossi, ça a coûté beaucoup d'argent. Et où est la gestion optimale? Dans les 3 services publics que sont la police, l'éducation et l'hôpital, les personnels se plaignent de ce surplus administratif dans une époque où nous disposons d'outils informatiques qui devraient permettre leur optimisation. Mais surtout et avant tout, trêve de leçons de morale, admonestés donc par les programmes électoraux et les hommes politiques, tous bords confondus. À quelle entreprise permettrait-on des temps de travail au-delà de 70 heures? Dans quelle entreprise permettrait-on de réaliser un service d'urgence, en tout cas un service de très grande importance, à raison de la mobilisation de bénévoles pendant la nuit? C'est juste aberrant. Donc franchement, nos politiques sont loin d'être dans la capacité de pouvoir donner et des leçons de morale et des leçons de gestion. Par contre, un peu plus de pragmatisme et on arriverait à de meilleurs résultats. Je rappelle qu'ici, on avait fait venir une entreprise qui, par péréquation dans le secteur de la santé, était pas rentable dans un sens et compensait de l'autre. C'est ce qu'on n'arrive même pas à faire l'État aujourd'hui, c'est calamiteux. Alors, on court droit à la catastrophe, Arnaud Chiche, cet été? Bon, la phrase que vous avez reprise, elle n'est pas de moi. Hein. J'ai repris les propos d'un autre médecin. Il va y avoir des décès évitables, des décès illégitimes. Voilà. Ouais.
Oui, les décès, oui. C'est-à-dire qu'on ne soigne pas les gens pour le plaisir. On les soigne pour éviter qu'ils s'aggravent et que leur état de santé devienne plus inquiétant. Donc forcément, si on peut imaginer que quand on n'a plus accès à un service d'urgence, qu'on a du mal à trouver un médecin généraliste, et puis si on est dans un territoire où il n'y a pas d'équipe de SMUR, forcément, on se dit, et c'est déjà arrivé en France depuis plusieurs mois, on risque d'avoir à gérer des catastrophes, des gens qui vont s'aggraver, qui ne devraient pas s'aggraver. Et c'est pour ça que le système de santé, il existe, c'est pour soigner les gens. Donc à partir du moment où on a du mal à avoir accès aux soins, forcément, le risque que les choses se dégradent est là. Par exemple, on parlait des salaires insuffisants. En moyenne, une fourchette, combien gagne un urgentiste, par exemple ? En fait, si vous voulez, attendez, si je peux me permettre, il ne faut pas limiter la crise actuelle à un problème de salaire. Le problème, le salaire est un des items qui est incontournable. Je peux vous dire par exemple que les professionnels de santé en France, notamment les infirmières, au niveau européen, si vous voulez, elles sont dans la deuxième partie de classement quand on regarde les moyennes des autres pays. Mais en fait, aujourd'hui, ça dysfonctionne parce qu'il y a moins de soignants et on manque de médecins partout et on manque d'infirmières. Oui, mais pourquoi ? Parce que les conditions de travail sont très difficiles et les salaires insuffisants. Laissez-moi m'exprimer. Il faut faire un tout petit peu de sociologie à ce moment-là. Un tout petit peu. C'est que les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont pas du tout l'intention d'accepter la résilience, même au niveau du salaire, que des soignants ont accepté pendant plusieurs années. C'est comme ça, c'est sociologique. Les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent plus travailler. Quand on est infirmière, on n'a plus envie de travailler avec une prime de nuit à 1 € brut de l'heure. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que vous parlez des salaires des urgentistes. En fait, le salaire des médecins, il n'est pas trop mauvais. C'est plutôt on a plutôt des bons salaires. Donc, faut pas non plus exagérer. Par contre, dans le cadre de l'exercice, il y a le travail de nuit. Le travail de nuit, il est source d'une extrême pénibilité, que ce soit pour les paramédicaux ou pour les médecins. Et là, on a le droit un petit peu de regarder le salaire de nuit d'un médecin, de la prime supplémentaire. En France, en semaine, une garde de nuit pour un médecin, c'est 18 à 20 € de l'heure. Et ça, c'est pas acceptable. Le salaire de l'infirmière de nuit, la prime supplémentaire de nuit, ce n'est plus acceptable. Et la prime de nuit d'un médecin, ce n'est plus acceptable. C'est combien pour une infirmière ? Plus insupportable. Et ce qui est insupportable, c'est que ça, par exemple, c'est des choses qui n'ont pas du tout été évoquées par le Ségur de la Santé de juillet 2020. Et c'est sur ce point-là, précisément, que beaucoup d'organisations se sont soulevées. Une fois qu'on a dit ça, quand on remet en perspective et qu'on se dit qu'il manque de soignants, on est un peu obligé de regarder l'attractivité de ces métiers-là. Et là, on se rend compte qu'effectivement, il y a des solutions sur le travail de nuit qui semblent indispensables. Mais il n'y a pas que ça. Oui, Jérôme Laverny. Oui, je posais la question de savoir, le supplément pour l'infirmière, vous avez dit pour le médecin, mais pour les infirmières. Alors, Anne-Sophie, peut-être nous le préciser ? Oui, je pense que c'est difficile de répondre, ça dépend de beaucoup de choses. Il y a des primes de risque en fonction des services, etc. Ça dépend des établissements. Mais en fait, on peut presque pas appeler ça une prime, c'est presque un dédommagement, mais c'est dérisoire, quoi. Alors, Anne-Sophie Minkiewicz, vous étiez infirmière, vous avez exercé 3 ans. Exactement. C'est ça. Pourquoi avoir jeté l'éponge ? Pourquoi avoir abandonné ? Est-ce que justement c'était à cause de tout ça, des salaires, des conditions de travail ? Vous avez déchanté ? Oui, j'ai déchanté déjà un petit peu pendant mes études. Il faut savoir que c'est un métier que j'ai toujours voulu faire depuis que j'ai l'âge de 5 ans. J'avais dit à mes parents, je serais que infirmière. Donc heureusement pour eux, j'ai réussi. Ouais. Pourtant, je ne le suis restée que 3 ans. Parce qu'assez vite, j'ai perçu combien il y avait un écart entre, d'une part, les raisons pour lesquelles j'avais choisi ce métier sur le terrain, et de l'autre, les conditions et les moyens qu'on nous donne pour l'exercer. Donc effectivement, je rejoins complètement ce qu'Arnaud disait. C'est-à-dire qu'il y a la rémunération, mais il y a aussi plein d'autres leviers, ce qu'on appelle les leviers d'engagement au travail. Il y a plein d'autres choses, en fait, qui font qu'on n'exerce pas son métier de façon, je dirais, digne pour les patients. Aujourd'hui, on voit les chiffres, vous en avez cité quelques-uns, 71% des infirmières considèrent que la raison première de leur mal-être, c'est parce qu'elles n'ont pas assez de temps avec leurs patients. Voilà. Donc, je pense que... À quel moment vous avez dit, je vous donne la parole tout de suite, Jérôme Laverny, à quel moment vous avez dit stop, j'arrête ?
Je pense que j'ai eu un déclic. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, je peux vous raconter l'anecdote, mais j'étais ce qu'on appelle infirmière mobile. J'étais en cancéropédiatrie. Je travaillais donc avec un médecin. Il y avait une infirmière, en l'occurrence moi, et un psychologue. Et on devait faire des annonces de diagnostic. Et notamment, là, en l'occurrence, c'était le diagnostic vital était engagé. C'est-à-dire qu'on leur expliquait que voilà, le petit garçon, maintenant, on allait passer en soins palliatifs. Et en fait, à la fin de l'échange, je repasse et il me dit attendez, je suis complètement choquée, est-ce que vous pouvez me réexpliquer, j'ai rien compris quoi. Et je dis mais bien sûr, bougez pas, je reviens. Et cette fameuse phrase du bougez pas, je reviens, je pense que toute infirmière l'a déjà dit. En fait, vous voulez revenir, mais vous ne pouvez pas. Parce qu'en fait, vous rentrez dans le poste de soins, le temps de poser 3 affaires, et là, c'est le feu, quoi. Il y a une chimio, une transfusion qui vient de passer en urgence, un changement de traitement, enfin voilà. Et malheureusement, c'est l'enjeu, mais entre les soins techniques et le soin relationnel, vous choisissez le soin technique, parce que là, il peut y avoir urgence vitale aussi. Voilà. Ouais. Donc le côté humain était complètement abandonné en fait. Voilà, et je me suis dit mais plus jamais je veux exercer dans ce contexte, enfin comme ça en fait. Dans et ces conditions. J'arrête. Jérôme, c'est une sacrée performance quand même qui est réalisée. C'est-à-dire que des gens qui ont consacré plusieurs années à faire des études, pas simple. Des études difficiles. Ouais. On arrive à les décourager là en 3 ans ou en quelques années. C'est dingue. C'est-à-dire des gens qui ont vraiment investi dans le temps, et on arrive à les dégoûter à ce point. Deuxième chose, on parle beaucoup de métiers à sens en écho aux périodes du Covid. On voit combien le sens, c'est pas simplement que la nature du métier, faire un métier de service, faire un métier dédié aux gens. Si ce métier est fait dans des conditions indignes, il perd de son sens. Et puis j'insiste sur la comparaison avec une entreprise. On est tombé à bras raccourcis, et à juste titre, sur des EHPAD il y a quelque temps pour des mauvais traitements adressés à des patients. Mais dans quel EHPAD on permettrait que des gens restent toute une nuit dans un couloir ? Il faut savoir comparer. Parfois, la comparaison a quelques raisons. On ne le tolérerait pas. Plein de politiques tomberaient. C'est tellement vrai que le maire d'une ville a décidé de se retirer du conseil d'administration d'un hôpital quand il a lui-même constaté sur son propre sort et à l'adresse de sa propre maman que le sort qui lui avait été réservé dans ce hôpital dont il était président du conseil de surveillance, je ne sais plus, faisait quelque chose qui était absolument abominable. Donc là, un peu d'empirisme, de pragmatisme, de simplicité et surtout de dignité. Je pense que c'est de cela dont ont besoin les soignants. Pas des primes de 180, non mais de grâce, de qui se moque-t-on, quoi. Alors, Arnaud Chiche, vous avez entendu Anne-Sophie Minkiewicz qui expliquait qu'elle n'a même pas pu revoir cette maman parce qu'elle était prise dans les chimios, dans les soins. Qu'est-ce que vous proposez, vous? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faudrait un ratio, par exemple, de patients pour chaque infirmière? Oui, bien sûr. C'est une mesure qui est défendue par tout le monde. Et alors, vous savez, c'est bien gentil de défendre des mesures comme ça, mais parfois, même les mesures ont des rationnels scientifiques, c'est-à-dire ou économiques, ou pharmaco-économiques, c'est-à-dire qu'il y a eu des très grandes études qui ont été menées en Australie, je crois que ça date de 2021, qui montrent bien que quand on augmente le nombre de soignants dans des hôpitaux, on diminue la mortalité, la morbidité des patients, et les coûts gagnés par ces maladies en moins, de par la plus grande présence de soignants, coûte moins cher que le coût de formation des soignants dont on a eu besoin pour les rajouter dans les hôpitaux. Et ce que dit ma collègue, c'est exactement ça. Vous voyez, là, on ne parle plus de salaire, on parle de périmètre de travail. Ce qui manque en France, alors que ça existe au Canada, ça existe dans les pays nordiques, c'est des limites de nombre de patients par infirmier. Vous avez pris un excellent exemple pour les EHPAD. Pourquoi il y a un scandale dans les EHPAD? Mais c'est parce qu'on manque de soignants. Ça n'est pas. Il y a peut-être aussi d'autres raisons. Mais globalement, s'il y avait assez de soignants dans les EHPAD, eh bien, nos aînés seraient bien pris en charge. Si on avait assez de soignants dans les services de médecine, de chirurgie, dans les maternités, par exemple, eh bien, vous vous doutez bien que la souffrance au travail, elle serait moindre, d'une part, et deuxièmement, la qualité de prise en charge de nos patients, la sécurité de prise en charge de nos patients. Nous, on a été formés pour ça quand même. Vous savez, l'art médical, c'est pas si simple que ça. On doit faire des diagnostics, mais on doit aussi assurer de la surveillance et puis on doit assurer la sécurité de nos patients. À un moment donné, on ne peut plus exercer cet art-là dans de bonnes conditions si on n'est plus assez nombreux. Et c'est comme ça. Et donc, en fait, si vous voulez, comme vous vous rendez bien compte que c'est complètement paradoxal avec en fait des politiques de restriction appliquées dans le monde de la santé depuis plusieurs dizaines d'années. En fait, on a essayé d'obtenir de l'efficience, la même productivité en santé, mais avec moins de monde. Alors en fait, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire.
pour augmenter la sécurité de prise en charge et le confort de nos patients, il faut des soignants. Et pour que les soignants puissent rester un peu plus longtemps à l'hôpital et qu'ils soient juste heureux de vivre, c'est-à-dire pas faire de dépression, de burn-out ou de changer de carrière, il faut que leur exercice il soit quand même confortable. Quand je dis confortable, c'est juste normal. Pas, je dis pas non plus qu'il faut que ce soit le Club Med, c'est pas ça que je dis. Et ça, si vous voulez, les ratios, c'est forcément un cercle vertueux. Mais pour arriver à cela, il y a plein d'autres choses à faire. Il va aussi falloir prendre soin des étudiants des étudiants infirmiers qui viennent en stage aujourd'hui dans les hôpitaux, qui sont sous-effectifs. Vous vous doutez bien que ça donne envie à certains infirmiers de ne pas aller jusqu'au diplôme. Donc il faut à la fois, si vous voulez, des mesures court-termistes, immédiates pour renforcer les urgences. Par exemple, aujourd'hui, les urgences, pour aller mieux, je vais vous le dire, ils ont besoin d'un soutien administratif dans les urgences. Les urgentistes, ils ont besoin de récupérer du temps médical. Voilà, de plus être embêtés par la paperasse administrative. Ça, c'est valable pour tout l'hôpital. En ville, c'est pareil. Ce qui est en train de tuer la médecine de ville, c'est la lourdeur administrative. Nous, on passe notre temps à interroger les professionnels. Et c'est ça qui tue le système. Donc, en fait, paradoxalement, il y a de plus en plus d'administratifs dans les hôpitaux, mais en même temps, on demande de plus en plus de charges administratives aux soignants. Les soignants sont là pour soigner. Donc ça, il faudrait reprendre des dogmes de base. Ouais, la base. On va revenir dans quelques minutes. Emploi à l'hôpital, y a-t-il urgence? C'est la question que l'on vous pose, que l'on se pose ce soir. On continue d'en débattre. Et dans un instant, avec Jérôme Laverny, Anne-Sophie Mienkiewicz, tiens, vous nous raconterez votre reconversion et l'entreprise, donc infirmière reconversion. Et Pierre Nochi qui reste avec nous. À tout de suite. Sécurité humaine, formation professionnelle, accueil. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi avec Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi, Anne-Sophie Mienkiewicz qui est avec nous, ancienne infirmière fondatrice de l'entreprise Infirmière Reconversion, et puis Arnaud Chiche, anesthésiste réanimateur, fondateur du collectif Santé en danger. Ce soir, on vous pose cette question, emploi à l'hôpital, y a-t-il urgence? On va revenir avec vous dans quelques instants, Arnaud Chiche, puisqu'il y a eu une mobilisation, encore une nouvelle mobilisation de soignants, et j'aimerais savoir si vous pensez que le pouvoir politique en place peut changer les choses, si vraiment le pouvoir politique a pris conscience de la gravité. Mais juste avant, Anne-Sophie Mienkiewicz, donc je le disais, vous étiez infirmière durant 3 ans. Ouais. Vous avez arrêté. Alors vous avez lancé cette entreprise Infirmière Reconversion, puisque surtout depuis le Covid, il y a eu énormément d'infirmières qui ont décidé de jeter l'éponge et qui pensent à se reconvertir. Combien d'infirmières vous accompagnez depuis justement la crise sanitaire? Ouais, on vient de passer la barre des 300 infirmières là en 18 mois. Ouais. Elles ont lâché, elles ont abandonné pour les mêmes raisons, c'est-à-dire la situation qui est devenue insupportable à l'hôpital, les conditions de travail. C'est essentiellement cette raison-là? Oui, c'est ça. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand elles arrivent, 80% nous disent qu'elles ne veulent plus entendre parler de ce métier. Et réellement, quand on creuse et quand on les accompagne sur 2 mois, on arrive à faire le distinguo et voir que très souvent, c'est pas le métier dont elles ne peuvent plus, justement. C'est vraiment bien ça, les conditions et les moyens qu'on met à leur disposition pour exercer auprès des patients. Elles sont dégoûtées du métier d'infirmière. En général, c'est une vocation quand on est infirmier ou infirmière. C'est très souvent une vocation et c'est bien pour ça que ça fait mal, en fait, quand vous y retrouvez plus et qu'il n'y a plus de sens. Donc clairement, c'est très souvent une vocation. Et puis pour répondre à votre question juste avant, effectivement, je pense que certaines sont complètement dégoûtées et vont aller radicalement sur d'autres métiers parce qu'elles ne veulent plus entendre parler de patients, de soins, etc. Mais quand même, globalement, une très très grande majorité va rester ce qu'on appelle dans le care, c'est continuer à prendre soin des autres. À travers des soins infirmiers différemment, des spécialisations, d'autres façons d'exercer assez différentes en sortant carrément du système classique hospitalier, clinique, EHPAD libéral. Et puis en allant vers d'autres métiers, du paramédical, du bien-être, des médecines alternatives, complémentaires, etc. Ouais. Il y a une autre vie, donc Jérôme Laverny, après l'hôpital. Fort heureusement, le secteur de la santé est comme tous les autres. Il permet des reconversions diverses et variées. Fort heureusement encore. Je reviens sur 2 choses. Les lourdeurs administratives, c'est encore une fois quelque chose qui est en termes d'organisation, comment on peut en être aujourd'hui, disposant des moyens informatiques dont on dispose, d'Internet, de tout un tas de dispositifs dont ne disposaient pas nos aînés il y a 50 ans, à parler de lourdeur administrative. C'est
aberrant. Et puis deuxième chose, oui, on peut pas soupçonner les gens d'avoir une avidité du point de vue des salaires, puisque on ne parle pas des libéraux ici, mais les libéraux, je dis pas qu'ils sont logés à la même enseigne, mais en tout cas éprouvent eux aussi de très lourdes difficultés, et le soin de manière générale rencontre aussi de graves difficultés, de graves distorsions, y compris dans le monde libéral. Alors Arnaud Chiche, tiens, pour répondre à la question de Jérôme Laverny, comment c'est possible d'avoir autant de lourdeur administrative ? J'en profiterai juste pour vous placer que l'informatique à l'hôpital, c'est un vrai sujet aussi quand même. Hein. Vous savez, il y a autant d'hôpitaux que de logiciels différents. Il n'y a pas une compatibilité géniale entre les logiciels. On est parfois obligé d'imprimer beaucoup de feuilles de papier quand un patient est transféré. Bon, je vais pas aller trop là-dedans, mais c'est un vrai sujet. Donc, je crois pas que l'outil informatique soit encore ultra optimal. Cependant, je vous redis, et merci d'insister là-dessus, Monsieur Laverny, la charge administrative tue le système. Voilà. En ville, les médecins généralistes, ils disent que ça les étouffe, ça leur prend le temps médical, ça leur prend du temps de soins. Et eux aussi, c'est vrai, vous savez, les médecins généralistes en France, c'est parmi les moins bien payés d'Europe. Hein. Donc, eux aussi, ils en ont gros sur la patate. Et puis surtout, en ce moment, on n'arrête pas de les menacer, de leur dire qu'ils vont devoir reprendre des gardes, etc., des gardes obligatoires, comme si eux, ils se roulaient les pouces. Alors, les médecins généralistes, je peux vous dire qu'en ce moment, ils ne sont pas à la noce. Et ce serait vraiment bien, dans ce temps de réflexion, qu'on ait une réflexion globale. Pour vous répondre sur votre question initiale, est-ce qu'ils peuvent faire mieux, les politiques ? Comment ils peuvent faire différemment ? Je trouve quand même qu'on est arrivé à un stade suffisamment avancé pour peut-être que les politiques, enfin, nourrissent leur réflexion avant de décider des choses qui vont être hors sol et nous mettre encore en échec dans les mois ou années qui viennent. Écoutez une bonne fois pour toutes les professionnels de terrain, qui, je suis désolé, sont dépositaires d'une véritable expertise. Le collectif Santé en danger, nous, on a fait ce qu'on a appelé le vrai Ségur de la santé, qui est un recueil de propositions qu'on communique à tous les candidats aux législatives. Vous savez que ce week-end, on était à Marseille, le week-end dernier, au sommet de la citoyenneté avec Aurélie Gros, où on essayait de porter les idées citoyennes, en l'occurrence ici, celle de la santé. C'est quand même pas très compliqué d'interroger aussi les professionnels, puisqu'effectivement, on peut douter de l'expertise parfois dans les décisions qui sont prises. Et derrière, il y a des Français. Alors, il y a des soignants qui vont pas bien, mais faut remettre les choses dans leur contexte. Le but de l'affaire, c'est que la France, qui est quand même un pays moderne, 7e puissance économique, se dote juste d'un système de santé normal. Voilà. Vous parliez d'Aurélie Gros, on la salue, c'est le G500 citoyens. On était en direct de Marseille vendredi, dans les vraies voies. Oui, je reviens à mon propos liminaire, puisqu'il était question de programme politique. En fait, le meilleur programme politique aujourd'hui aux élections présidentielles ou législatives serait celui qui consistera à dire bon, je me pose et je vais voir ce qui ne marche pas. Quand des gens comme Arnaud Chiche ou Anne-Sophie se tuent à dire des choses très simples, enfin, je veux dire, c'est complètement dingue ce qu'il vient de dire. Qu'il y a des problèmes de logiciel entre hôpital, c'est-à-dire qu'il y a aucun homme politique a été capable d'entendre ça. On a besoin de Ségur, on a besoin de Mission Flash pour comprendre ça. Alors que de gens l'écrivent et le clamot est fort. Le meilleur programme politique en termes de santé et malheureusement sur d'autres secteurs serait déjà celui qui consisterait à avoir une écoute active, pas une écoute passive, pas pour faire du spectacle, mais simplement de dire problème de logiciel, on va résoudre. Problème d'horaire, on va résoudre. Et pas simplement de singer les gens à vouloir les camper dans des gens qui demandent simplement des augmentations de salaire. Ça n'est vraiment pas le cas. En quelques mots, Arnaud Chiche, il nous reste une toute petite minute. Comment relancer l'attractivité ? En urgence, il faut une grande réforme du travail de nuit. Ça, c'est vraiment la grande urgence. La grande urgence. Le travail de nuit, le payer mieux qu'il n'est payé actuellement. C'est vraiment ce qui ressort de toutes nos expertises auprès des professionnels, quand on interroge les syndicats, quand on écoute les autres collectifs. Tout le monde est d'accord sur ce sujet-là. Et ça, c'est un manque énorme du Ségur de la santé. C'est pour ça que le collectif Santé en danger est né. Parce que, justement, il ne parlait pas de la permanence des soins. Oui. Anne-Sophie Minkiewicz. Je pense que pour compléter ça, il y a un vrai autre sujet aussi dont on n'a pas parlé. Ce sera peut-être l'ouverture, mais c'est sur le management. Aujourd'hui, en entreprise, on parle d'un manager. La notion de manager à l'hôpital n'existe pas, on parle d'un cadre. Un cadre, qu'est-ce que ça fait ? C'est très intéressant. Ça cadre. C'est très intéressant. Et en fait, on n'apporte pas de vision, il n'y a pas de dimension d'équipe où on travaille collectivement, on est solidaire, etc. Et je pense que ça, c'est un gros manquement aussi pour les soignants. Merci à vous, ce sera le mot de la fin. Merci à vous, Anne-Sophie Minkiewicz, ancienne infirmière et donc fondatrice de l'entreprise Infirmière Reconversion. Merci à Arnaud Chiche, anesthésiste réanimateur, fondateur du collectif Santé en danger. Merci Jérôme Laverny, directeur du réseau national
nationale, Mission Emploi. Merci à tous. Dans quelques minutes, c'est le Loft Music. Chessy Kent et Mickaël Gabaye sont les invités d'Yvian Cugius. À tout de suite.